Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reikatra où on a le plaisir d'accueillir docteur Mathilde Baudet, qui est cardiologue et spécialiste en cardio-oncologie à Paris, pour nous parler de l'insuffisance cardiaque en cardio-oncologie. Donc l'idée de ce topo, c'est de sortir un peu du paradigme cardio-oncologie égale cardiotoxicité et qu'un patient insuffisant cardiaque est une contre-indication à la chimiothérapie. Voilà, merci Mathilde d'avoir accepté notre invitation et à toi la parole. Merci Voilà. beaucoup, Tiziri. Je suis, en tout cas ravie de pouvoir faire, ce topo effectivement, pour parler, de 2 choses, en tout cas 2 pathologies qui sont, très prévalentes dans notre population, l'insuffisance cardiaque et le cancer. Et on va voir que ces 2 entités, en tout cas, se retrouvent assez, facilement, conjuguées. Alors, j'essaye de passer. Donc voilà, je vais faire un petit, je vais remettre dans le contexte, en tout cas, l'insuffisance cardiaque, le cancer et parler un peu de cardio-oncologie et puis après on abordera 2 questions. Voilà, on a dû restreindre un peu le sujet parce que sinon on aurait pu y rester ensemble, très longtemps. Juste pour dire que, l'insuffisance cardiaque et le cancer, c'est vraiment 2 pathologies qui sont liées. On sait qu'il y a une augmentation du risque de cancer chez les patients insuffisants cardiaques et là, je vous mets une, étude toute récente et une étude française. Donc ça, c'est, pas souvent qu'on a des données, en tout cas françaises, où on a comparé une population de patients qui faisaient un premier épisode d'insuffisance cardiaque, avec des contrôles et on les a suivis et vous voyez qu'il y a en tout cas il y a 12 de plus, de cancers dans la population des patients qui ont fait de l'insuffisance cardiaque versus ceux qui n'ont pas fait, d'insuffisance cardiaque. Et puis si on regarde de l'autre côté, là, c'est une population de patientes avec un cancer du sein et vous voyez qu'il y a pareil, une augmentation du risque d'insuffisance cardiaque, chez ces patientes. Alors j'aime beaucoup, ces données-là parce qu'il y a une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que ce risque d'insuffisance cardiaque, il augmente dans les premières années, donc dans les 2 premières années après le traitement, du cancer. Il va revenir à peu près à la normale et vous voyez que 10 ans après le traitement du cancer, de nouveau va réapparaître un surrisque d'insuffisance cardiaque. Alors pourquoi? Parce que clairement, il y a, des facteurs de risque, communs entre cancer et insuffisance cardiaque. Clairement, parce qu'il y a aussi des traitements qui sont cardiotoxiques, même si voilà, en tout cas, il y a du travail, la recherche avance pour essayer de faire les molécules les moins toxiques possibles. Elles sont toxiques pour le cœur, elles peuvent être toxiques pour plein d'autres organes. Et puis probablement aussi, il y a des choses qu'on connaît moins, mais sur l'inflammation, liée, au cancer, l'angiogénèse, voilà, il y a probablement aussi d'autres choses qui font que le cancer en tout cas, entraîne de la maladie cardiovasculaire. Il n'y a pas que de l'insuffisance cardiaque, hein, mais là, on va se concentrer aujourd'hui sur l'insuffisance cardiaque. Alors je sais que la cardio-oncologie, ça fait peur, parce qu'on se dit: «Oh là là, les chimiothérapies, on ne connaît pas du tout». En tout cas, dans les grands traitements qui peuvent entraîner de l'insuffisance cardiaque, il y a bien sûr les anthracyclines. Je reviendrai un peu sur la classification que je vous montre ici et puis il y a les fameuses thérapies ciblées. Dans les thérapies ciblées, celles qu'on connaît très bien, c'est les anti-HER2 qui sont données dans le cancer du sein, mais pas que. Trastuzumab, pertuzumab, des fois qui sont associés. Il y a aussi d'autres traitements et notamment des traitements paros et puis arrivent aussi maintenant des anti-HER2 qui sont couplés à de la chimiothérapie. Donc voilà, chaque fois que vous voyez apparaître le trastuzumab, et ben, c'est un anti-HER2 et il peut être donné aussi dans d'autres cancers, notamment l'estomac, le poumon, mais c'est surtout dans le cancer du sein. Il y a les anti-MEK, anti-BRAF qui sont donnés, c'est surtout l'anti-MEK qui donne de l'insuffisance cardiaque et qui sont donnés dans le mélanome notamment. Les anti-VEGF qui sont donnés dans beaucoup de cancers, les inhibiteurs du protéasome qui sont un traitement, du myélome, les inhibiteurs du Bruton qui sont un traitement de la LLC de certains, lymphomes. Donc vous voyez, en tout cas, pas mal de traitements. Mais je vous ai fait cette petite slide, en tout cas pour vous reschématiser, qu'est-ce qu'on appelle chimiothérapie anticancéreuse. Il y a les chimiothérapies qu'on connaît, les anthracyclines, les alkylants avec le cyclophosphamide. Il y a les thérapies ciblées. Ce qu'on appelle thérapies ciblées, c'est des thérapies qui vont bloquer des voies de signalisation, qui sont nécessaires à la survie cellulaire et dont va utiliser la cellule cancéreuse pour survivre et donc pas rentrer dans un processus, d'apoptose.
Alors ça, il y a certains cancers qui expriment, par exemple, cancer du rein, vous avez en tout cas la voie de l'angiogénèse qui est activée, et certains autres, on va rechercher sur la cellule cancéreuse l'expression ou non de certains récepteurs, en tout cas voilà, qui sont utilisés dans ces voies de signalisation. Et puis ensuite, vous avez des thérapies qui vont plutôt jouer sur les cellules de défense. Les thérapies cellulaires, c'est l'autogreffe, l'allogreffe, et puis les CAR-T-cells maintenant, qui sont aussi un nouveau traitement. Et puis vous avez les fameux inhibiteurs de checkpoint de l'immunité qui vont booster notre système immunitaire. Alors, si on revient à l'insuffisance cardiaque, on peut dire, c'est très schématique, on l'utilise moins, mais je trouve quand même qu'elle est importante, cette slide-là. On disait avant qu'il y avait 2 types, de cardiotoxicité. La cardiotoxicité type 1 qui était celle qui était liée aux anthracyclines. Les anthracyclines, ça va faire de la nécrose myocardique. Ça se voit quand on fait des biopsies endomyocardiques. Ça se voit aussi parce que c'est des patients qui font de la troponine. C'est une toxicité qui est dose dépendante avec un effet cumulatif. Plus vous donnez, d'anthracycline, plus vous risquez, d'avoir de l'insuffisance cardiaque. C'est en dessous de 450 milligrammes mètre carré, on va dire qu'on est de l'ordre de 3 3 à 5. Quand vous passez 700 milligrammes mètre carré, vous êtes quasiment à la moitié de votre population qui va faire de l'insuffisance cardiaque. Et si vous en faites, par exemple, 300 milligrammes mètre carré, pardon, en 2000 et que vous recommencez en 2020, il va y avoir un effet cumulatif. Là, cette toxicité, elle survient plutôt dans l'année qui suit la fin du traitement, donc rarement pendant le traitement. On disait que cette atteinte, elle était irréversible, mais on va voir qu'avec les traitements, en tout cas, elle peut être réversible. Et comme je vous disais, c'est un effet cumulatif. Si vous réintroduisez le traitement, vous risquez d'avoir de nouveau de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque de type 2, cardiotoxique, c'est plutôt les thérapies ciblées. Il n'y a pas de nécrose myocardique, c'est plutôt un dysfonctionnement du myocyte. C'est indépendant de la dose, ça souvient essentiellement pendant le traitement. On disait qu'elle était réversible, c'est pas toujours vrai, et surtout quand vous le cumulez avec d'autres chimiothérapies toxiques. Et puis, si vous traitez vos patients et que vous réintroduisez, le plus souvent, ça se passe bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire à peu près sur sur la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Et puis, on s'est posé 2 questions, qui revient souvent, et vous y êtes, possiblement confrontés. Qu'est-ce que je fais quand mon patient insuffisant cardiaque doit avoir un traitement anticancéreux? L'oncologue me dit: «Voilà, le patient, a tel cancer, je dois lui donner, tel traitement. Est-ce que je peux?» Et puis, qu'est-ce qu'on fait si le patient fait de l'insuffisance cardiaque pendant un traitement anticancéreux? Donc, on va commencer par la première question. Mon patient est insuffisant cardiaque et il m'est adressé pour être mis sous traitement. Donc, c'est vrai que quand on a de la chance, l'oncologue et maintenant les oncologues, ils ont compris qu'on était des alliés. Au lieu de nous mettre FEVG préthérapeutique, ils vont nous donner le nom du cancer et les molécules qui vont y être associées, qui vont être utilisées dans le traitement. Et donc, vous n'allez plus répondre par FEVG égal, mais vous allez faire une vraie consultation. Et c'est hyper important à l'interrogatoire, notamment bah, là, de voir où on est, si on a un patient insuffisant cardiaque, refaire l'histoire de son insuffisance cardiaque, un examen clinique, un électrocardiogramme. Et ça, c'est une recommandation classe 1. Quand on voit un patient qui doit recevoir une chimiothérapie cardiotoxique, voilà ce qu'il faut faire. Un bilan biologique. Alors, on demande aux oncologues de refaire des bilans lipidiques, glycémie à jeun, des biomarqueurs pour notre patient insuffisant cardiaque pour avoir une valeur de référence, et une échographie transthoracique. Donc là, je vous ai remis les niveaux de grade de recommandation pour chacun des traitements qui peut donner de la cardiotoxicité myocardique. Et à la fin, votre conclusion de consultation, ça c'est valable pour votre patient insuffisant cardiaque, mais c'est valable pour tous les patients. Vous allez évaluer le risque de cardiotoxicité, mettre en route une stratégie de cardioprotection et organiser le suivi du patient qui va être adapté à la molécule qu'il va recevoir. Donc l'évaluation du risque de cardiotoxicité, je ne sais pas si vous connaissez ce score, c'est le score HFA-ECOS.
alors qui est, en tout cas, recommandé dans la grande bible de la cardio-oncologie. C'est les guidelines de l'ESC qui sont parus en 2022. On nous demande de stratifier le risque de nos patients avant d'avoir une chimiothérapie. Et là, je vous le donne en mille, si vous êtes insuffisant cardiaque, et voyez, pour tous ces types de chimiothérapie, vous êtes à haut, voire très haut risque de faire de la cardiotoxicité. Donc comme ça, au moins, c'est facile. Mon patient insuffisant cardiaque, s'il doit recevoir un traitement, il est à haut ou très haut risque. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le contre-indiquer? Non, on continue. On a dit, on évalue le risque de cardiotoxicité. Et maintenant, on va mettre en place une stratégie de cardioprotection. Ce que nous disent les recommandations de classe 1, c'est de traiter les facteurs de risque cardiovasculaire et une cardiopathie le cas échéant. Donc vous allez vérifier, si le patient, vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, qu'il a bien le traitement qui va bien avec son insuffisance cardiaque. Et puis vous voyez ensuite, alors je pense que je peux pointer, chez les patients à haut ou très haut risque de cardiotoxicité, voilà ce que nous disent les recommandations. On va discuter du traitement, de la chimiothérapie qui veut être donnée. Et ensuite, nous, on va protéger avec un certain nombre de traitements et je vais y revenir. Donc, ce que nous disent les recommandations ESC 2022, c'est un patient qui a une insuffisance. Pardon, ce que nous disent les recommandations, c'est suivez les recommandations de l'ESC sur l'insuffisance cardiaque. Votre patient a une insuffisance cardiaque avec une FEVG à moins de 40%, même si c'est une découverte au moment où vous allez le mettre sous chimiothérapie, vous allez le traiter comme un patient insuffisant cardiaque. Et s'il faut mettre des devices, une resynchro, un défibrillateur, on va discuter selon le pronostic du patient. Quand votre patient a une FEVG entre 40 et 50%, là, vous allez le traiter comme un patient selon les recommandations ESC 2022, mais les recommandations de cardio-oncologie nous disent quand mon patient il est à haut ou très haut risque, je mets des IEC, des bêta-bloquants. C'est une recommandation de classe 2A. Donc, ce n'est pas le 2B des recommandations de l'insuffisance cardiaque, c'est du 2A. Donc, votre patient, s'il a entre 40 et 50% de fraction d'éjection et qu'il n'avait pas encore les IEC, les bêta-bloquants, vous allez lui mettre le traitement. Et quand il a une FEVG à plus de 50%, si c'est un insuffisant cardiaque, là encore, c'est du 2A de mettre des IEC, des bêta-bloquants avant qu'il commence son traitement cardiotoxique. Ce que je voulais vous dire aussi et ce qui est important, c'est en cardio-oncologie, on va toujours se poser la question des interactions médicamenteuses. Donc, il y a peu d'interactions médicamenteuses entre les traitements cardiotoxiques, que ce soit la chimiothérapie conventionnelle ou que ce soit toutes ces thérapies ciblées, et notamment les thérapies ciblées, elles peuvent être données IV ou PEROS. Et sur les PEROS, il peut y avoir beaucoup d'interactions médicamenteuses, pas avec le traitement de l'insuffisance cardiaque. Vous allez avoir des interactions médicamenteuses avec les AOD et vous allez avoir des interactions médicamenteuses avec la cordarone et avec les inhibiteurs calciques bradycardisants schématiquement. On a des données pour dire que ces traitements, ils sont plutôt pas mal tolérés dans cette population, mais il faut faire attention. Attention, c'est des patients qui vont avoir un risque d'insuffisance rénale, d'hyperkaliémie, parce que ils peuvent faire des syndromes de Lise au moment où vous allez lancer la chimiothérapie, notamment pour les lymphomes, la leucémie, où il y avoir une destruction cellulaire, il y a un risque d'insuffisance rénale et d'hyperkaliémie. C'est des patients qui sont à risque de sepsis, donc de faire de l'hypotension. C'est des patients qui vont avoir des troubles digestifs, donc faire voilà, nausées, vomissements, de l'hypotension, des troubles, des dyscaliémies. Donc attention, attention à ça. Ça, c'est des choses qu'on peut discuter avec l'oncologue. Est-ce que mon patient il est à risque ou pas? Et donc, comment je vais pouvoir débuter mon traitement? Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous remets juste ici, en recommandation de classe 2A, quand vous êtes à haut ou très haut risque, on vous dit il faut mettre des statines, quel que soit votre niveau de cholestérol. Alors, ça repose sur quoi? Il y a pas mal de données observationnelles. Et là, je vous mets les deux derniers essais thérapeutiques. C'est des vrais essais, hein, donc des patients. La première étude, un peu moins de 300 patients. Lymphome ou cancer du sein, ils reçoivent 40 mg d'atorvastatine, c'est pas une petite dose. Hein. Et on regarde 24 mois après la fin du traitement, la FEVG entre les deux groupes. Et dans cette étude, il n'y a pas de différence entre les deux groupes de FEVG. Une autre étude, là, c'est que des lymphomes. Donc, c'est des gens qui vont recevoir des anthracyclines, 40 mg d'atorvastatine. Et là, on va retrouver, on va regarder à 1 an quelle est la proportion de patients qui font de la cardiotoxicité ou pas de cardiotoxicité.
On reverra la définition de la cardiotoxicité un peu plus tard, mais juste pour vous dire que c'est pas tout à fait ça. C'est pas la baisse de 10 points de fraction d'éjection avec une FEVG qui passe en dessous de 55, mais en dessous de 50. Alors, il y a une différence entre les deux groupes, mais encore une fois, elle est faible. Il y a très peu d'événements et c'est une définition qui est quand même un petit peu biaisée. Donc attention, c'est du 2A, ça repasse pas sur grand-chose. Aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui le font. Peut-être qu'on aura des nouvelles données pour en tout cas le faire. C'est plutôt pas mal toléré. Il n'y a pas tellement de myalgie ou en tout cas de rhabdomyolyse dans cette population. C'est en tout cas un traitement qui est plutôt pas mal toléré. Un autre vent d'espoir, hein, c'est plutôt est-ce que ça vaut le coup de mettre des IGLT2, donc chez le patient insuffisant cardiaque? Bien sûr que oui. Et en fait, on a des données, notamment on a cette grande méta-analyse, donc ça, c'est des études observationnelles qui nous montrent que les patients qui sont sous IGLT2, quelle que soit la cause, hein, et qui reçoivent un traitement cardiotoxique, ils vont faire moins de cardiotoxicité. Et on a ce petit essai, c'est une étude pilote, pas beaucoup de patients, mais dont les données, en tout cas, sont en tout cas plutôt intéressantes. Des patients qu'on met sous ISGLT2 qui vont recevoir des bonnes doses d'anthracycline et où on voit qu'il y a un peu moins de cardiotoxicité dans le groupe qui reçoit donc là c'est de l'empagliflozine versus le groupe placebo. La grande étude est en cours. Et puis ensuite, il va y avoir la discussion de qu'est-ce que je fais de mon traitement oncologique. Et donc là, je vais dichotomiser les anthracyclines avec les thérapies ciblées. Je vais essentiellement vous parler des anti-HER2, mais par analogie, on va traiter à peu près toutes les thérapies ciblées pareil. Globalement, qu'est-ce qu'on peut proposer à un patient? Mon patient, par exemple, a un lymphome. Le traitement du lymphome, c'est de faire des bonnes doses d'anthracycline. C'est souvent 300 mg mètre carré d'anthracycline. Ben, on va pouvoir discuter avec l'oncologue de diminuer les doses d'anthracycline. Et ce qu'on appelle donc un traitement de lymphome, ça s'appelle du CHOP. On peut faire du mini CHOP, c'est-à-dire qu'on va diminuer de moitié la dose d'anthracycline. Ou alors, on va pouvoir proposer de faire des anthracyclines liposomales. C'est un autre type d'anthracycline qui est probablement un peu moins efficace, en tout cas notamment dans le cancer du sein ou dans le lymphome, mais qui donne un peu moins de cardiotoxicité. Et puis sinon, on va discuter des traitements alternatifs. Et puis nous, ce qu'on va regarder, nous, cardiologues, c'est l'histoire de l'insuffisance cardiaque. C'est pas la même chose si vous avez fait une fois un peu d'insuffisance cardiaque sur un infarctus du myocarde il y a 10 ans et que vous n'avez jamais décompensé, que si vous avez une CMD avec 25% de fraction d'éjection et que vous décompensez tous les 2 mois. Est-ce que mon patient est bien équilibré? Pareil, hein, commencer un traitement par anthracycline quand le patient est pas, bien équilibré sur le plan de la volémie, et des traitements, c'est quand même pas très confortable. Et on va bien sûr regarder la fonction VG. Alors dans la littérature, il n'y a pas vraiment de limite et on n'aime pas se mettre des limites. Encore une fois, tout dépend du type. On peut avoir fait un infarctus, avoir 35% de fraction d'éjection ou 30% de fraction d'éjection et n'avoir jamais décompensé et avoir un vrai bénéfice de faire des anthracyclines. Donc tout ça, ça va être la discussion entre comment mon patient est stable et quel type de cardiopathie et quel risque il a de faire de l'insuffisance cardiaque versus quelle est l'agressivité de mon cancer et est-ce que je peux moduler un peu les doses de ces anthracyclines qui sont clairement cardiotoxiques. Et donc ça, c'est une vraie discussion avec l'oncologue. Alors oui, c'est vrai que c'est pas facile de le faire. On peut l'écrire dans sa lettre. Voilà, mon patient, il est insuffisant cardiaque, il est très stable ou il n'est pas stable du tout. À discuter en RCP. Voilà moi ce que je propose. Et puis, on peut se contacter aussi avec les oncologues. Pour les anti-HER2, c'est un peu différent. Les anti-HER2, par exemple, dans le cancer du sein, ça a révolutionné le pronostic de ces patientes là. Donc, il n'y a pas tellement d'alternatives. On a envie de faire des anti-HER2. Sur le plan cardiologique, pour le coup, on a quelques données, ce qu'on n'a pas du tout pour les anthracyclines. Il n'y a pas d'études où on met des anthracyclines à des patients qui ont moins de 40% de fraction d'éjection. On a quelques données qui sont plutôt rassurantes dans la littérature. Je vais vous montrer une étude. Alors, c'est petits effectifs, on est d'accord, hein, mais voilà, c'est des patients qui ont une insuffisance cardiaque et qui reçoivent du trastuzumab. Ils sont traités par IEC bêta-bloquant pour la majorité. Et on va arrêter le traitement si le patient fait de l'insuffisance cardiaque symptomatique ou sa fraction d'éjection passe à moins de 35%, donc globalement baisse de 10 points.
il y a 90% des patients qui vont pouvoir avoir leur traitement par anti-HER2 et finalement très peu de patients qui vont faire de l'insuffisance cardiaque. Et c'est des patients qui, vous voyez, ont une survie globale qui est plutôt très bonne. Parce qu'on peut imaginer qu'ils aient déjà reçu plusieurs cures d'anti-HER2, même si on doit à un moment donné arrêter, en tout cas qu'ils aient pu recevoir plusieurs cures d'anti-HER2. Donc pour la thérapie ciblée, on va dire qu'on est un peu moins, on est un petit peu plus rassuré. Et pour le coup, on a vraiment des arguments forts pour donner ces traitements-là, et notamment les anti-HER2. Quelle surveillance on va proposer aux patients? Ça va dépendre des molécules. Vous vous souvenez, alors je ne sais plus si je vous le marque ici, la surveillance sous anthracycline, on est chez nos patients insuffisants cardiaques, c'est des patients à haut ou très haut risque. On va faire des échos, en tout cas rapprochés, toutes les 2 cures pendant toute la durée du traitement, revoir le patient à la fin du traitement, 3 mois après la fin du traitement et 1 an après la fin du traitement. On peut faire des biomarqueurs. Alors, je devrais dire, on doit faire des biomarqueurs. C'est des recommandations de classe 1 qui sont du niveau C, c'est du consensus d'experts. Je ne trouve pas que ça apporte grand-chose parce qu'encore une fois, notre patient, il est surtraité pour son insuffisance cardiaque, que quand on bouge son strain ou quand on bouge ses biomarqueurs, on ne va pas changer son attitude sur les traitements et notamment sur les chimiothérapies. Donc voilà, si on fait des biomarqueurs, c'est qu'on s'est mis d'accord avec les oncologues, qu'on est capable de voir les patients et qu'on peut gérer. Mais on peut faire de la cardio-oncologie, on peut faire de la bonne cardio-oncologie sans utiliser les biomarqueurs, mais par contre, en faisant une bonne échographie cardiaque avec la mesure de la fraction d'éjection, idéalement en 3D, mais en 2D, c'est très bien aussi. Et surtout, si on voit que les choses bougent, en prenant à ce moment-là voilà, en mettant en place des traitements ou en rediscutant de poursuivre le traitement ou pas. Pour les anti-HER2, quel que soit, là pour le coup, vous pouvez le retenir, quel que soit votre niveau de risque, mais pour les insuffisants cardiaques, c'est des patients à haut ou très haut risque. C'est une échographie tous les 3 mois la première année. 3 mois après la fin du traitement et 1 an après la fin du traitement. Et pour les patientes qui sont sous anti-HE au long cours, ça peut arriver, hein, on peut avoir des anti-HER2 jusqu'à récidive. Et ben dans ces cas-là, on peut espacer, si ça se passe bien, on peut espacer les échographies. Dans les recommandations, on dit tous les 6 mois. Pour les insuffisants cardiaques, on peut y aller plus progressivement, faire tous les 4 mois, par exemple, la deuxième année, et puis voilà, aller jusqu'à tous les 6 mois dans les années qui suivent. Donc si je résume, qu'est-ce que je fais chez un patient qui est insuffisant cardiaque et qui doit recevoir un traitement anticancéreux? Je ne le contre-indique pas d'emblée. Je vais le voir en consultation et je vais faire une vraie consultation de cardiologie. Je vais, de mon côté, optimiser au maximum le traitement de l'insuffisance cardiaque et je vais mettre en place cette surveillance. L'oncologue ne connaît pas ces surveillances. Donc, c'est à nous, cardiologues, de dire au patient, on se revoit dans 3 mois, on se revoit dans 2 mois en fonction de la molécule qu'il reçoit. Et je vais discuter avec l'oncologue, quel est le bénéfice de mon traitement? Est-ce que j'ai des alternatives en baissant, par exemple, les doses pour les anthracyclines? Ou en changeant de ligne thérapeutique, mais il faut que ce soit des alternatives qui permettent, en tout cas, la guérison du patient ou en tout cas la rémission, en tout cas aussi bien que la chimiothérapie qu'il voudrait lui donner. Voilà, le but, hein, encore une fois, pour un cardiologue, c'est que le patient reçoive le meilleur traitement pour le cancer en minimisant au maximum les risques enfin, en tout cas, d'aggravation de son insuffisance cardiaque. Donc voilà pour la première partie. On posera peut-être les questions à la fin, Tiziri? Oui, tout à fait. Oui, très bien, à la fin. Et donc là, on va se poser la question de que faire devant un patient qui présente une insuffisance cardiaque secondaire à un traitement, anticancéreux. Donc là, le patient n'était pas insuffisant cardiaque ou était insuffisant cardiaque mais bien stable et il aggrave son insuffisance cardiaque ou il fait de l'insuffisance cardiaque. Et donc c'est là où je vais revenir sur la définition de la cardiotoxicité au traitement anticancéreux. C'est les recommandations de 2022 qui ont en tout cas refait un peu cette définition qui, à mon sens, est beaucoup plus complexe que ce qu'elle n'était, mais on y arrive quand même. Aujourd'hui, la définition, c'est de savoir si mon patient fait de l'insuffisance cardiaque symptomatique ou asymptomatique. Et il va grader la sévérité d'une insuffisance cardiaque symptomatique sur, pour le coup, les symptômes. Ça va de l'insuffisance cardiaque à minima,
Donc je ne sais pas tellement ce qu'est cette entité, une insuffisance cardiaque à minima où vous n'auriez aucune action thérapeutique. Et puis ensuite, modérer une insuffisance cardiaque, une cardiotoxicité modérée, c'est une insuffisance cardiaque qui nécessite un traitement diurétique. Sévère, une hospitalisation. Très sévère, c'est le choc cardiogénique. Et puis chez les asymptomatiques, là, on va se baser sur la fraction d'éjection, mais vous aurez noté que dans les patients symptomatiques, on n'a pas parlé de fraction d'éjection. Et dans les asymptomatiques, vous avez l'asymptomatique sévère, c'est une fraction d'éjection qui passe en dessous de 40%. Ensuite, vous avez la modérée, où c'est une baisse de la fraction d'éjection de plus de 10 points avec une fraction d'éjection entre 40 et 49%, ou une baisse de la fraction d'éjection de moins de 10 points par rapport à la valeur baseline que vous avez fait, avec une FEVG entre 40 et 49%, et soit une variation des biomarqueurs cardiaques, une troponine qui monte au 99e percentile ou un NT-proBNP qui monte au-delà de 125 ou un BNP au-delà de 35 picogrammes par millilitre. Et puis, une variation du strain de plus de 15%. Et là, je sens que je vous ai déjà perdu. Donc, retenons, si votre fraction d'éjection passe en dessous de 50%, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, soyons vigilants. On peut regarder si le strain baisse avec, ce qui nous donnera en tout cas un élément pour dire qu'il se passe quelque chose. Et puis ensuite, il y a l'insuffisance, il y a la cardiotoxicité asymptomatique minime. Mon patient garde une fraction d'éjection à plus de 50%, mais il élève soit ses biomarqueurs ou il varie son strain de plus de 15%. Quand vous allez avoir un patient qui fait de l'insuffisance cardiaque ou qui aggrave son insuffisance cardiaque sous traitement anticancéreux, la première chose à faire, ça va être de vérifier, ne pas aller facilement dire ah bah c'est sûr c'est son traitement anticancéreux et ne pas aller rechercher une autre cause et traiter cette cause. Votre patient, il peut être fumeur, il peut avoir plein de facteurs de risque cardiovasculaire, il a le droit d'avoir une cardiopathie ischémique, il a le droit d'avoir une cardiopathie hypertensive qui décompense. Donc attention, le but, ça va vraiment d'être se dire, est-ce que mon épisode d'insuffisance cardiaque, il est imputable à ma chimiothérapie ou pas? Donc la prise en charge, en tout cas si on dit que c'est, imputable à la chimiothérapie, voilà comment on va prendre en charge les, patients. On va se poser 2 choses. La première chose, c'est qu'est-ce que je fais de mon traitement, oncologique? Est-ce que souvent on va vous appeler, le patient a baissé sa fraction d'éjection, il est asymptomatique, est-ce que je peux faire la chimio ou pas? Et puis vous, ça va être qu'est-ce que je vais lui proposer comme traitement cardiologique? La première question qu'on va aborder, c'est si mon patient fait de l'insuffisance cardiaque ou de la dysfonction VG asymptomatique sous anthracycline, qu'est-ce que je fais de mon traitement par anthracycline? Eh ben, ce qu'on nous dit, c'est que si mon patient est symptomatique, je vais arrêter mon traitement par anthracycline. Si c'est alors c'est cette fameuse insuffisance cardiaque, à minima, voilà, on dit on va se discuter, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on ne continue pas? Et si votre patient est asymptomatique, s'il a une vraie baisse de la fraction d'éjection, s'il passe en dessous de 50%, on va arrêter le traitement. Par contre, s'il a une fraction d'éjection à plus de 50% et que ce n'est qu'une variation du strain de plus de 15% ou qu'une élévation des biomarqueurs, on continue la chimiothérapie. Comment je sais si je peux imputer mon traitement, ma cardiotoxicité, en tout cas mon insuffisance cardiaque à la chimiothérapie? Rappelons-nous, on sait que c'est doses cumulatives et donc souvent il faut quand même des doses, assez importantes d'anthracycline. Si mon patient n'a reçu qu'1 ou 2 cures d'anthracycline, c'est peu probable, si c'est la première fois qu'ils reçoivent des anthracyclines, que ce soit ça. Et puis l'autre chose, c'est que quand on est en première ligne, c'est la première fois qu'on reçoit des anthracyclines, c'est très rare de faire de l'insuffisance cardiaque pendant le traitement. Ça, c'est une étude où ils surveillent les patients pendant la chimiothérapie et tous les 3 mois, hem, après la chimiothérapie et ce qu'on voit, c'est qu'en fait 98 des patients, ils vont faire de la dysfonction, VG 1 an, dans la première année après la fin du traitement. Donc ça, c'est aussi une notion, importante. Si votre patient fait de la dysfonction VG 6 mois après la fin de son traitement par anthracycline, c'est hautement probable, que les anthracyclines soient impliquées. Mais je vais quand même éliminer une autre cause, faire un coroscanner, une coronarographie. Voilà, si je pense à d'autres, pathologies, je vais aller leur chercher éventuellement une IRM cardiaque. Voilà, en tout cas, on va essayer de rechercher une autre cause.
Qu'est-ce que je fais des anti-HER2 si je fais de l'insuffisance cardiaque au cours d'un traitement par anti-HER2? Ça, pour le coup, c'est plus fréquent. Vous vous souvenez, c'est thérapie ciblée, ça entraîne pas de la nécrose, c'est de la dysfonction myocitaire et c'est plutôt de la dysfonction pendant le traitement. Vous voyez, ça, c'est des patients en jaune qui vont recevoir 1 an de traitement par trastuzumab. Bah, vous voyez que l'incidence cumulée d'insuffisance cardiaque, ça se passe essentiellement pendant la première année. S'il reçoit 2 ans de traitement, ça se passe plutôt pendant les 2 premières années. Et donc là, ça va être important de connaître ça. Si mon patient fait de l'insuffisance cardiaque symptomatique, j'arrête et je vois ce qui se passe. Je traite et je réfléchis. Si mon patient fait de de la dysfonction VG asymptomatique, si elle est sévère, moins de 40%, j'interromps mon traitement. Si elle est entre 40 et 50%, je continue mon traitement. Et si c'est juste une variation du strain ou des biomarqueurs, là encore, je continue mon traitement. Et puis ensuite, je mets en place mon traitement cardiologique. Donc, c'est quoi mon traitement cardiologique? Ben, on vous dit, voilà, si votre patient, il fait de l'insuffisance cardiaque ou de la dysfonction VG asymptomatique, même quand vous êtes entre 40 et 50%, et je vais vous le montrer, on met en route un traitement de l'insuffisance cardiaque. Si mon patient a toujours une fraction d'éjection à plus de 50% et c'est juste une variation du strain ou des biomarqueurs, là, je vais introduire un traitement par IEC bêta-bloquant. Ça repose sur pas grand-chose, mais ça, on le verra aussi après. Pour les patients qui ont une insuffisance cardiaque aux anthracyclines, c'est globalement la même chose. La petite nuance, c'est que si c'est de l'insuffisance cardiaque minime, donc juste une variation biomarqueur ou strain, la recommandation de classe 2A pour la variation du STEN et de l'augmentation de la troponine de mettre IEC bêta-bloquant, pas si on a juste une élévation des peptides natriurétiques. Donc si je reprends, mon patient a moins de 40% de fraction d'éjection, je le traite comme un patient qui a de l'insuffisance cardiaque. Quadrithérapie, et s'il doit y avoir des devices, on discute. Si c'est de l'insuffisance cardiaque avancée, c'est vrai que ça n'a pas fait l'objet de ce topo-là, mais ça pourrait être un topo à lui seul. Il faut vraiment discuter. Avoir un cancer n'est pas une contre-indication à avoir une assistance, ou avoir eu un cancer n'est pas une contre-indication à discuter un projet de greffe. Si ma fraction d'éjection est entre 40 et 50%, les recommandations de l'ESC 2023 nous disent les diurétiques, les ISGLT2 et ensuite le reste des traitements classe 2B. Alors voilà, dans les recommandations en tout cas de l'ESC 2022 de cardio-oncologie, et c'est aussi dans les recommandations de l'ESC de l'insuffisance cardiaque, si vous avez un patient entre 40 et 50% causé par un traitement par chimiothérapie, vous devez mettre des IEC et des bêta-bloquants. Donc on traite mieux, on traite même plus tôt. Si vous avez une fraction d'éjection à plus de 50%, votre patient a de l'insuffisance cardiaque. Vous traitez comme un patient qui a l'insuffisance cardiaque. Si votre patient n'a pas, imaginons, c'est juste une variation, une fraction d'éjection à plus de 50% et il varie son strain ou il élève sa troponine, vous voyez qu'on vous recommande de mettre des IEC et des bêta-bloquants, recommandation de classe 2A, niveau de preuve B, en cas d'élévation de troponine ou de variation du strain. Je mets juste un petit bémol à ça. Pour le strain, il n'y a qu'une seule étude, c'est une étude négative. En tout cas, voilà, je ne sais pas pourquoi ça bouge tout seul. Donc c'est une étude négative sur est-ce que si je surveille mon patient sur le strain et j'introduis un traitement par IEC bêta bloquant, en fait, je ne fais pas varier ma fraction d'éjection à la fin du suivi. Et pour la troponine, on a des études qui sont contraires. Donc voilà, mais en tout cas, on peut le faire. Et donc, comment je fais pour mettre en place mon traitement de l'insuffisance cardiaque chez ces patients-là? Est-ce qu'il y a des molécules à privilégier? La molécule la plus étudiée en cardio-oncologie, c'est le carvedilol pour les bêta-bloquants. Donc, peut-être utiliser celle-là, mais on peut utiliser aussi le bisoprolol. Pour les IEC, les ARA2, bah voilà, on peut mettre soit l'un, soit l'autre. Sacubitril, valsartan, il faut essayer de le mettre. C'est plutôt pas mal toléré. ISGLT2, c'est bien toléré, ça a un bénéfice dans les études observationnelles et il n'y a pas plus, en tout cas, de risque d'infection, que ce soit génitale ou urinaire.
Quelle posologie? On va commencer, surtout quand c'est de la dysfonction VG asymptomatique, entre 40 et 50%, par des petites doses qu'on va essayer d'augmenter progressivement, mais même avec des petites doses, on est capable de faire remonter la fraction d'éjection au-delà de 50%. Quel délai? Ça, c'est hyper important. Je vais vous le montrer après dans une étude. Dès que vous voyez la dysfonction VG, il faut mettre en place le traitement de l'insuffisance cardiaque, même si c'est une FEVG entre 40 et 50%. De la rapidité du traitement va dépendre la réponse du patient. Donc, n'attendez pas, ne recontrôlez pas, mettez le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et puis, c'est ce qu'on s'était dit déjà, attention au risque d'insuffisance rénale, d'hyperkaliémie via de l'hypotension sur du sepsis, sur des syndromes de Lise, voilà, sur certaines toxicités digestives avec nausées, vomissements. Et comme je vous le redisais, peu d'interactions médicamenteuses entre le traitement de l'insuffisance cardiaque et les chimiothérapies. Et donc, pourquoi ne pas attendre pour traiter? Ça, c'est une étude où je pense qu'ils avaient déjà trop attendu en plus, puisqu'ils traitaient les patients par IEC bêta-bloquant dès qu'ils avaient une fraction d'éjection à moins de 40%, moins de 45%, et c'est des patients qui recevaient des anthracyclines. Et vous voyez qu'il y avait déjà peu de répondeurs, hein, moins de 50% des gens étaient des vrais répondeurs, c'est-à-dire qu'ils retrouvaient une fraction d'éjection à plus de 50%. Donc voilà, et en tout cas, plus tôt était introduit le traitement, plus meilleure était la réponse. Et si vous voulez, si vous êtes que partiellement répondeur, vous le voyez ici sur ce Kaplan-Meier, vous avez un vrai surrisque d'événements cardiovasculaires versus si vous êtes répondeur. Donc c'est très important de traiter bien ces patients. Et puis, une fois qu'on a fait ça, donc on a dit tu continues ou tu arrêtes la chimiothérapie, je mets mon traitement de l'insuffisance cardiaque et la question est: est-ce que je vais pouvoir reprendre le traitement? Et ben là, ça va être aussi une vraie discussion de cardio-oncologie. L'oncologue, il va dire: «Ben voilà, moi, j'ai d'autres options thérapeutiques, j'ai pas d'autres options, thérapeutiques. J'ai un cancer qui est très agressif, j'ai un cancer qui est pas très agressif, donc on peut attendre un peu». Des fois, ça arrive, ils nous disent: «Bah, attends, on peut attendre 4-5 mois avant de reprendre, on se refait un point». Donc voilà, puis il y a des fois, ils nous disent: «C'est très, très agressif». Et puis nous, de notre côté, ça va être aussi de dire: «Est-ce que c'est imputable, pas imputable?» La sévérité de l'épisode, bien sûr, est-ce que mon patient a récupéré? Pour pouvoir discuter de est-ce que je reprends ou pas le traitement, incriminé dans cet épisode d'insuffisance cardiaque ou de dysfonction VG asymptomatique. Donc si je résume, si je fais face à un patient qui fait de l'insuffisance cardiaque secondaire à un traitement anticancéreux, la première chose, ça va être d'affirmer l'imputabilité du traitement et donc en éliminant les autres causes d'insuffisance cardiaque. Ne pas minimiser, pas se dire: «Oh, c'est que 40-50%, c'est pas très grave, ça va bien se passer». Il faut voir les patients, mettre en route le traitement de l'insuffisance cardiaque, aider l'oncologue pour dire: «Est-ce qu'on suspend ou pas?» Et ensuite rediscuter: «Est-ce que si j'ai suspendu, est-ce que je reprends ou pas le traitement?» Donc en conclusion, la cardio-oncologie chez les patients insuffisants cardiaques, c'est ne pas contre-indiquer avant d'avoir évalué le patient, que ce soit un patient qui doit recevoir un traitement cardiotoxique ou qui a fait de la cardiotoxicité. C'est prévenir et surveiller. On a un vrai rôle à jouer. On ne connaît pas encore bien les choses. Probablement IEC bêta-bloquant, c'est pas suffisant. Et il y a d'autres voies. Les statines, je ne sais pas. J'avoue que je crois plus aux ISGLT2 là-dedans, bien prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire des patients. Discuter avec l'oncologue si on peut moduler le traitement, en tout cas que le patient doit recevoir, la chimiothérapie, et surtout bien surveiller le patient. Vous avez vu l'importance de la relation entre le cardiologue et l'oncologue. Donc, même s'ils nous disent FEVG préthérapeutique, essayons de faire mieux qu'eux et de leur faire un vrai compte-rendu de consultation. Et puis, c'est surtout traiter. N'ayons pas peur de traiter les patients qui ont des cancers en se disant: Il a déjà eu un cancer ou il a déjà un cancer». Traitons-le aussi bien, voire mieux, tout en prenant en compte les spécificités du patient qui a un cancer. Et je m'arrêterai là. Je vous ai mis mon mail si vous voulez me poser des questions. Merci Mathilde, c'était super, très didactique et parfait. Merci beaucoup. J'avais quelques questions, on a encore peut-être 5 minutes, 5-10 minutes de discussion. Moi, j'ai une question pratico-pratique sur la gestion des diurétiques chez le patient insuffisant cardiaque connu. Est-ce que dans ta pratique, tu arrêtes les diurétiques
en te disant qu'il va avoir des complications, il va être vide, il va être sec. Est-ce que tu demandes le type de chimiothérapie et le remplissage que le patient va recevoir? En tout cas, comment toi, tu t'appréhendes la question des diurétiques? Alors c'est une vraie, bonne question et effectivement, en fait, ça va beaucoup dépendre, du type de traitement que le patient va recevoir. Déjà, est-ce qu'il en a encore besoin? Quand on voit le patient. Il y a certaines, nous, on va pouvoir dire: «Attention de ne pas trop remplir le patient». Et puis, si mon patient reçoit un traitement qui va donner peu de toxicité, digestive, qui est plutôt bien toléré, notamment il y a beaucoup de chimiothérapies péros maintenant qui sont données, hein, qui sont quand même plutôt bien tolérées, aussi. Alors ça veut pas dire que c'est péros que c'est bien toléré, mais voilà, je vais demander à l'oncologue: «Est-ce que ma chimiothérapie, elle va être bien, tolérée?» Et dans ces cas-là, si c'est le cas, je vais laisser les doses de diurétiques, tout pareil. Je vais juste dire au patient: «Attention, nausées, vomissements, hem, plutôt, on va soit diminuer la dose, soit arrêter le traitement diurétique, quitte à reprendre, après. Là où je vais être, vigilante, alors je n'augmente pas les diurétiques, avant un remplissage, mais par contre, on va bien surveiller le patient après pour éventuellement monter les doses de diurétiques. Là où il va falloir faire attention, c'est dans certains cancers et notamment certains cancers agressifs et notamment des hémopathies. Je parlais du syndrome de Lise, le lymphome, la leucémie aiguë et ça, souvent, les hématologues sont capables de dire s'ils vont beaucoup liser ou pas. Et donc je vais leur dire: «Voilà, est-ce qu'il est à haut risque de lyse?» S'ils me disent que oui, alors c'est des patients qui sont hospitalisés, c'est bien plus facile, hein, mais dans ces cas-là, on va éventuellement suspendre un peu les traitements, diurétiques parce qu'on sait qu'il y a un vrai risque d'insuffisance rénale, d'hyperkaliémie. C'est des patients qui peuvent se retrouver en réa, hein, et qui peuvent même des fois être en soins, intensifs, pour encadrer en tout cas, c'est la prise en charge de ce syndrome de Lise. Donc oui, ça va dépendre des doses de diurétiques qu'a mon patient, de son état de volémie quand on le, voit, du type de chimiothérapie, qu'il a et de l'agressivité aussi de son cancer. J'ai une autre question, merci hein, beaucoup. Donc fatigue fait partie de l'acronyme EPOF. C'est un symptôme d'insuffisance cardiaque, mais aussi de chimiothérapie. Donc dans ta pratique courante chez les patients insuffisants cardiaques connus qui ont de la chimio, comment tu arrives à faire la part des choses ou les briefer sur ce symptôme de fatigue? Ouais, alors en plus, tu as raison, c'est pas facile parce que fatigue, des fois, c'est Disney et donc ils disent: «Je suis fatigué», mais en fait donc il faut refaire le point. S'ils arrivent en disant: «Je suis plus fatigué», on peut refaire le point sur l'insuffisance cardiaque. Est-ce que mon patient a l'air décompensé ou est-ce qu'il est très stable? S'il est très stable, on peut, dire au patient: «Bah, on va regarder sur le plan du cancer». Aller faire des chimiothérapies, de façon itérative, c'est fatigant. Le cancer, ça entraîne de la fatigue. Si donc dans les choses un peu factuelles qu'on peut avoir, notamment penser à regarder l'hémoglobine. Si mon patient a 7 d'hémoglobine, bah, peut-être que chez un insuffisant cardiaque, on peut proposer, en tout cas si on peut avoir un bénéfice, la transfusion, vérifier s'il n'a pas besoin d'un peu de fer, aussi. Et puis, si mon patient est stable et qu'il n'a pas tellement de raisons autres que, son cancer, l'état général, il peut y avoir aussi un peu de dépression, bah, il y a un truc qui marche bien dans la fatigue du cancer, c'est l'activité physique. On n'en parle pas assez, mais en tout cas, c'est la seul traitement qui a fait la preuve de son efficacité. Donc ça peut être aussi le moment de il y a beaucoup en tout cas de choses qui sont faites sur l'activité physique via les services d'oncologie. Des fois, avoir un patient insuffisant cardiaque, ça fait flipper, les gens qui vont prendre en charge, que le plus souvent, c'est pas médicalisé, hein. Donc ça peut être aussi l'occasion de le remettre dans quelques séances de réadaptation cardiaque, la téléréadaptation, enfin voilà, en fonction de ce qu'on a, localement. Euh, Après, j'ai une toute dernière question. Je ne sais pas si tu es dans le thème, mais est-ce que tu as l'expérience d'introduction du mavacamten dans les cardiomyopathies hypertrophiques découvertes dans un bilan de cancer? Alors tu pourrais me dire, est-ce qu'un patient qui a une cardiopathie hypertrophique, obstructive ou non, Ouais. là si on parle de mavacamten, est-ce qu'on lui fait des anthracyclines? Bah, j'ai eu le cas, alors elle n'était pas obstructive, c'était une jeune fille, qui avait un lymphome, et avec, elle avait en tout cas une CMH depuis sa découverte, jeune. Donc voilà, parce que son père avait une CMH, sarcomérique connue, donc elle a été recherchée tout de suite.
Et donc voilà, donc j'ai pas d'expérience mavacamten plus cancer. Il y a un truc sur lequel il va falloir faire hyper attention, c'est les interactions médicamenteuses, parce que le mavacamten, c'est blindé d'interactions médicamenteuses. Donc attention au type de chimiothérapie, aux interactions médicamenteuses. J'irai aussi attention au risque de variation de volémie, de tout ça. Et après, pourquoi pas? Et est-ce qu'on a fait des anthracyclines à cette jeune fille? Oui, elle avait un lymphome extrêmement agressif. Alors, on a maintenant dans le lymphome, hein, ils essayent de diminuer au maximum chez les jeunes, même chez les moins jeunes, et c'est vrai dans le cancer du sein aussi, hein, on essaye de diminuer au maximum les doses d'anthracycline. Donc voilà, mais en tout cas, on a déjà fait sur la cardiopathie hypertrophique. Mavacamten plus traitement anticancéreux, j'ai jamais vu, hein. Eh ben, merci beaucoup Mathilde de nous avoir partagé ton expérience et peut-être à une autre prochaine session sur l'insuffisance cardiaque avancée comme tu l'as suggéré dans ton topo. Eh ben, Merci merci à vous. beaucoup.